Des poissons et des pétroliers. Un oncle d'Élisabeth, l'oncle Horace, exerçait aux États-Unis d'Amérique la profession d'armateur. Il possédait une flotte de petits et de moyens pétroliers. Ses affaires avaient été très florissantes jusqu'au jour où la route du pétrole du Moyen-Orient par Suez avait été coupée, obligeant le trafic maritime à contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, augmentant le coût du baril de brut en proportion de l'allongement du voyage et rendant désuet, on disait déjà obsolète, inutilisable et pire, invendable, les navires transporteurs de brut qui n'étaient pas des super pétroliers. L'oncle Horace s'était battu pour sauver sa compagnie, ses affaires, sa famille et lui-même. Malheureusement, il était arrivé un peu en retard sur un marché difficile, avait affronté des concurrents mieux placés que lui-même, il s'était obstiné et sa fortune avait fondu lentement mais sûrement. Il m'expliquait. « Mon cher Toald, perdre 10 millions de dollars, ce n'est rien. »« Vraiment, mon oncle ?» disais-je, impressionné. Il continuait. « Mais le perdre tous les jours, c'est terrible. » Je le croyais très volontiers, ayant d'abord compris qu'il s'agissait d'une perte de 10 millions de dollars le lundi, puis la même perte le mardi, et ainsi de suite. Mais je me trompais. Tel n'était pas son propos. Horace parlait de l'usure progressive et quotidienne de sa fortune, la lente et inexorable perte de chaque jour, diminuant l'actif existant encore la veille. L'oncle Horace a lutté, et il a été battu. Il est allé jusqu'au bout du rouleau. Il a fini à la soupe populaire de l'armée du salut. Il ne le méritait certes pas, mais c'est ainsi, et je le plaignais. Il voyait une certaine analogie entre sa propre destinée, sa descente aux enfers, et ce qu'il connaissait de mes difficultés. Son aventure, parce qu'elle ressemblait à ce qui m'arrivait, toute proportion gardée, justifiait ses confidences et ne me consolait guère. Je n'avais pas de pétrole, j'élevais des truites. Et voilà qu'elle s'était mise à mourir un peu plus chaque jour, sans qu'on ne sût ni le pourquoi, ni comment empêcher l'hémorragie. C'était démoralisant. Quelques années s'étaient écoulées depuis l'accident de la vanne, et il était presque oublié. Tout allait bien. La vigne n'était pas sans difficulté, mais l'élevage était florissant et les affaires normalement prospères. Cette circonstance avait sans doute inspiré confiance aux parents d'Élisabeth, ainsi qu'à elle-même, et quoi de plus normal. Puis, assez soudainement, la situation s'était dégradée. Bêtes et gens, nous étions malades, et je ne savais pas à quel saint me vouer. Pour les gens, c'était affligeant. Élisabeth avait contracté l'une des nombreuses formes de typhoïde que les coquillages proposent à ceux qui n'y sont pas habitués. En outre, elle attendait un enfant. Moi-même, était-ce par solidarité ou par contagion, je n'avais pu mieux faire que de contracter également la typhoïde. Et j'avais tant à faire à l'exploitation que je portais la maladie debout. Quant aux truites, dès qu'elles quittaient les bacs de laboratoire, les truitelles mouraient, on les voyait dépérir et chaque jour le nombre des morts augmentait.
J'avais droit à la sympathie générale, y compris à celle de mes confrères, devenus assez nombreux pour se grouper dans un syndicat de défense de la profession. Ce groupement d'intérêt professionnel, je l'avais suscité. Et on m'en avait nommé président, en raison peut-être d'une action que j'étais seul à mener auprès des administrations responsables afin d'obtenir une réglementation des conditions d'installation de nouvelles piscicultures. Je demandais qu'en aucun cas une autorisation ne puisse être donnée à un projet de pisciculture situé sur un cours d'eau en amont d'une pisciculture existante. Je voulais éviter tout danger de contamination des élevages en cas d'épizootie. C'est le terme savant qui traduit l'extension d'une maladie contagieuse dans un cheptel. J'avais obtenu quelques résultats significatifs en ce sens et des candidatures à l'installation avaient été ajournées pour complément d'enquête ou refusées pour ce motif, sauf pour moi-même, où j'avais eu affaire à un haut responsable, à un homme parfaitement inconscient, un monolithe de préjugés et d'obstination, un sinistre parfumeur de tabourets et un parfait rond de cuir. Il s'était imaginé que mes protestations venaient du désir d'éliminer une concurrence commerciale. Je l'entends encore. « Monsieur Wensmore de Rechef, vous avez peur de la concurrence ?»« Non, monsieur l'ingénieur en chef, la concurrence n'existe pas encore dans cette profession. Ce qui me fait peur, c'est le risque sanitaire que vous imposez. Que se passera-t-il en cas d'épidémie ? » Allez, vous êtes un pessimiste. Vous verrez, le risque est minimal. Nous avons des normes précises. La distance entre ces futures installations. Dans son esprit, il les avait déjà autorisées. Et la vôtre est suffisante pour que la rivière se régénère. J'essayais autre chose. Monsieur l'ingénieur en chef, une rivière c'est comme un fil conducteur parcouru par un courant électrique, il alimente une lampe. Si vous en branchez d'autres, c'est au détriment de la première, l'intensité lumineuse diminue. Je n'avais pas davantage de succès. Il était hermétique à tout argument et incomparablement obstiné. J'essayais encore autre chose. Monsieur l'ingénieur en chef, que ces affaires aillent s'installer n'importe où, sur d'autres cours d'eau, au lieu de risquer de nuire à des entreprises existantes. Eh bien non, la discussion continuait sur ce ton, mais elle ressemblait à un dialogue de sourds, et c'était l'ingénieur en chef qui détenait le pouvoir, et par une simple signature, il aurait pu compromettre mon avenir. Les deux piscicultures situées en amont de ma propre affaire avaient donc obtenu leur autorisation et avaient commencé à fonctionner. Quelque temps après l'installation de la première affaire, j'avais constaté, sans faire de rapprochement, quelques difficultés inhabituelles dans l'élevage des petites truitelles. Après l'installation de la seconde, le doute ne fut plus permis. La pisciculture aval, comme je l'avais prévu, souffrait des élevages situés en amont. La qualité des eaux n'était plus la même. Elles étaient comme usées. Quand je m'en étais ouvert à l'ingénieur en chef, il avait levé les bras au ciel et prononcé ces mots admirables. « Monsieur de Rechef, voyons, il faut bien que tout le monde vive. » J'avais dû rentrer une colère justifiée, mais l'effet avait été pénible.